Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels, je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour, alors comme tu as pu le remarquer, la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode de Marketing 301, tout simplement si tu es abonné sur la page Facebook, que tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai posté un petit live en vidéo où je t'expliquais que justement j'allais pas pouvoir faire d'épisode, je crois que c'est lundi ou mardi matin que j'ai posté ça, je sais plus, sur la page Facebook Marketing 300. Bref, je t'expliquais que je pouvais pas laisser d'épisode la semaine dernière tout simplement parce que j'étais en formation dans les locaux de PrestaShop et donc ça me faisait me lever très tôt le matin et rentrer très tard le soir et donc voilà, je pouvais pas du tout, j'avais pas le temps pour enregistrer, donc pas d'épisode la semaine dernière, mais c'est pas grave, on va se rattraper cette semaine. Sinon rapidement, ce qui s'est passé sur ces 2 jours, lundi mardi de la semaine dernière, donc j'ai participé, pour entrer un peu plus dans les détails de ce que j'avais posé sur Facebook, j'ai participé à une formation intégrateur 1.7, donc sur PrestaShop 1.7, et en résumé, puisque là on n'est pas sur un podcast trop technique, voilà ce qu'il faut en retenir. Je vous partagerai d'autres choses au fur et à mesure des épisodes à venir, mais en gros ce qu'il faut retenir, c'est que PrestaShop 1.7 c'est vraiment une solution beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus stable que ça ne l'était jusqu'à maintenant. Alors quand je dis stable, je suis pas en train de vous dire que la solution est exempte de tout bug, non, il y a encore des bugs, il y a des choses, notamment par le fait, à cause du fait que voilà, PrestaShop est en train de migrer son code source vers, son propre framework vers le framework Symfony, donc voilà, il y a des choses qui sont pas encore abouties, mais c'est en cours d'aboutissement, et tout ça pour dire que voilà, sur PrestaShop 1.7 on peut de moins en moins bidouiller, il faut de plus en plus travailler avec des outils de développement pour arriver à ses fins et arriver à quelque chose de convenable et de professionnel, que ce soit pour débugger le JS, le JavaScript, que ce soit pour compiler le CSS, à savoir que sur 1.7, théoriquement quelqu'un qui fait bien son boulot ne travaille plus du tout en CSS mais passe par les feuilles SCSS qui, une fois compilées, génèrent automatiquement des feuilles CSS optimisées. Donc l'avantage de cette structuration entre guillemets, si on peut dire, de PrestaShop sur la base de Symfony, c'est qu'on va pouvoir utiliser pour les développeurs, encore une fois, si tu n'es pas développeur, que tu souhaites simplement mettre une boutique en ligne online, effectivement ce que je suis en train de te raconter, ça va pas forcément te parler. Par contre, c'est un vrai projet concret avec éventuellement un financement, que ce soit par des banques ou que tu finances toi-même, on est vraiment sur une solution beaucoup plus professionnelle qu'avant. Alors quand je dis financement, tout simplement parce que effectivement maintenant développer un site sur PrestaShop 1.7 de façon stable et correcte, ça coûte de l'argent. Pourquoi ? Encore une fois, si tu n'as pas les compétences, il va falloir que tu fasses appel à une équipe de développement, que ce soit un freelance, une agence ou autre, peu importe. Mais bref, il va falloir des compétences qui n'étaient pas nécessaires jusqu'à aujourd'hui pour développer sur 1.6 ou les versions précédentes. Et donc, qui dit augmentation des compétences, dit augmentation de la rémunération, tout simplement. Donc voilà, en résumé, ça coûte un petit peu plus cher. On peut toujours y arriver en se débrouillant. Par contre, pour maintenir dans le temps une solution vraiment béton, une solution professionnelle, ça nécessite quand même de faire les choses correctement. Tout ça pour dire que cette semaine, on va voir comment améliorer son référencement sur Google en utilisant un réseau de sites. Alors un réseau de sites, c'est aussi ce qu'on appelle un PBN pour Private Blog Network. L'objectif d'un tel réseau, c'est d'envoyer du jus de référencement de façon permanente à votre site principal, ce qu'on peut appeler aussi votre money site, donc votre boutique en ligne par exemple. Le money site, sous ce terme en fait réside le site que vous voulez référencer, si vous voulez. Voilà, la stratégie de réseau de site, c'est totalement complémentaire aux stratégies plus classiques
qui consiste à déployer des liens sur des blogs ou des sites web avec lesquels tu es en contact. Par exemple, si jusqu'à maintenant tu cherches des partenaires pour faire de l'échange de liens, alors à éviter l'échange de liens en frontal, c'est-à-dire je te fais un lien, tu me fais un lien vers mon site et vers son site. Bref, c'est une stratégie complémentaire et c'est ce qu'on va voir justement dans cet épisode cette semaine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite, comme toutes les semaines, alors c'est le côté un petit peu rébarbatif de l'introduction et de la conclusion du podcast, à t'abonner si c'est pas encore fait et à noter plus commenter le podcast sur iTunes ou sur Apple Podcast ou n'importe quelle application d'écoute de podcast de ton choix. C'est pas très long, ça permet au podcast d'être plus visible dans les moteurs de recherche. En clair, si tu apprécies le contenu du podcast, celui-ci étant totalement gratuit, et d'ailleurs il le restera, tu peux le soutenir simplement en laissant un commentaire et une note 5 étoiles sur iTunes. Ça coûte absolument rien et une fois que tu l'auras fait, tu seras tranquille, je t'embêterai plus avec ça, tu n'auras plus à le faire pour me soutenir. Voilà, ceci étant dit, on rentre dans le vif du sujet, comment utiliser les réseaux de sites pour être mieux référencé sur Google. Alors avant de répondre directement à la question, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte pour faire une rapide explication de ce qui fonctionne, de ce qu'il faut faire pour être correctement positionné sur Google. Alors il faut bien distinguer deux choses, l'optimisation on-site, c'est-à-dire tout ce qui vise à optimiser des éléments qui sont sur le site, sur ta boutique en ligne, et les optimisations off-site, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de ta boutique en ligne, tout ce qui n'est pas sur ton site. Notamment tout ce qui est on-site, on va avoir des optimisations d'ordre technique, d'ordre éditorial, à savoir que si tu as bien écouté les épisodes précédents, notamment l'épisode numéro, alors j'essaie de retrouver l'épisode, j'ai mal préparé cette introduction, l'épisode numéro, c'était dans lequel je parlais des 3 piliers justement en SEO, ouais voilà, c'était l'épisode numéro 3, donc ça commence à dater, c'était au mois de septembre, l'épisode numéro 3 dans lequel j'expliquais que le référencement une stratégie SEO doit être bâtie sur 3 axes, l'axe technique, l'axe éditorial et l'axe de popularité. Donc l'optimisation de la structure technique, bien évidemment, ça rentre dans le cadre de l'axe technique. Ensuite, tu as tout ce qui est optimisation éditoriale, le contenu, donc ça c'est l'axe éditorial tout simplement, et tout ce qui est off-site, donc à l'extérieur de ton site, les optimisations qui visent à populariser ton site. En gros, c'est entre autres le netlinking, donc le fait de faire des liens. Donc voilà les 3 axes du référencement qui sont eux-mêmes divisibles en 2 parties, les optimisations on-site sur le site et les optimisations off-site en dehors du site. Donc maintenant, pourquoi on parle de liens? Donc là, on va sur cet épisode, si tu as bien suivi depuis les quelques minutes que j'ai lancé l'enregistrement, tu as bien compris qu'on avait parlé d'optimisation off-site et donc du pilier de popularité, tout simplement. Donc le lien, faut bien avoir en tête que c'est la base de l'algo de Google. C'est ce qui va permettre à Google déjà de te découvrir si tu ne lui as pas envoyé ton URL directement via la Search Console, mais plus il y aura de liens, théoriquement, plus tu vas avoir de visibilité et donc en théorie plus tu auras de trafic et c'est le fait d'avoir des liens sur d'autres sites, ça va permettre soit de rattraper ton retard plutôt par rapport à tes concurrents si eux-mêmes sont là depuis plus longtemps que toi et donc ont des liens depuis plus longtemps que toi, ou de consolider ton avance si tu es déjà en tête de ta thématique. Mais bref, tout ça pour dire que le lien, c'est vraiment la base de l'algo et c'est ce qu'il va falloir développer au fur et à mesure de toute la durée de vie de ton site. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de faire des liens une fois puis après ne plus rien faire, parce que ça, on verra dans la suite de l'épisode que c'est pas forcément une bonne idée. Ça pourrait indiquer un signal à Google comme quoi tu essaies de tromper son algo en faisant des liens artificiels. Alors bon, entre parenthèses, c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on va faire, mais justement, il ne faut pas que ça se voit, quoi. Donc on est vraiment dans la règle du pas vu, pas pris, et donc on va tout mettre en œuvre pour pas se faire prendre. Tout simplement, on va rester en dessous du radar de Google. Pour faire cela, il y a plein de petites techniques, on verra ça un petit peu plus tard. Donc pour en revenir à l'intérêt d'avoir des liens, tout simplement, ton site, il faut savoir que ton site et toutes les pages qui constituent l'ensemble de ton site, donc les pages produits, la page d'accueil, les pages de catégorie, éventuellement les pages CMS, les pages de ton blog si tu as un blog attenant à ta boutique, elles vont être reliées les unes aux autres avec des liens internes, et ce qui va permettre de distribuer ce qu'on appelle le fameux jus, dont je te parlais en introduction, le jus de référencement, le jus SEO, enfin tu l'appelles comme tu veux, mais bref le jus, et plus une page recevra de jus,
plus elle sera théoriquement intéressante aux yeux de Google et plus Google aura facilité à te positionner correctement. Maintenant, ce lien, tu peux avoir des liens qui pointent vers une page, tu peux avoir des liens internes, c'est-à-dire plusieurs autres pages de ton site qui font des liens vers la page que tu veux pousser, admettons une page d'un produit spécifique, mais tu peux aussi avoir des liens externes, c'est-à-dire des liens qui viennent d'autres sites externes à ton site. Et c'est cette partie qu'on va aborder cette semaine, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est optimisation off-site, tout ce qui vient de l'extérieur de ton site. Donc pour rentrer un peu plus dans l'explication du PBN, Private Block Network, il y a donc là on est sur le but de faire des liens, l'objectif c'est de faire des liens depuis des supports qui ne sont pas sur ton site, donc pas depuis ton blog, pas depuis tes pages produits, pas depuis ta page d'accueil, mais vraiment de faire des liens vers ton site, donc admettons vers ta page d'accueil, depuis d'autres sites qui n'ont théoriquement rien à voir avec ton site. Alors maintenant, il y a une question qui se pose et tu as un choix à faire, ou on va voir si c'est vraiment un choix d'ailleurs. Est-ce qu'il faut que tu achètes des liens sur une plateforme comme on peut en voir plein, ou est-ce que c'est plus intéressant d'acquérir tes propres sites qui ne feront un ou plusieurs liens que vers ton site et pas vers d'autres sites. Donc c'est là qu'on va aborder la thématique du PBN, donc du réseau de sites privés. Alors, maintenant, il y a une différence entre ces deux stratégies. La stratégie sur des sites mutualisés, c'est-à-dire tu payes une plateforme ou un webmaster pour faire un lien sur son site qui pointe vers ton site, mais le site de ce partenaire, entre guillemets, ce webmaster, ne sera pas dédié à faire des liens vers ton site. Il a aussi d'autres propositions, d'autres e-commerçants éventuellement, ou d'autres blogueurs, ou d'autres entreprises, pour faire des liens également vers leur site. Donc tu vas être sur un site qui mutualise le jus qu'il envoie à l'extérieur. Ce genre de site, on peut le trouver sur différentes plateformes qui permettent de mettre en relation les webmasters entre eux. L'avantage, c'est que ce sont des liens qui sont rapides à obtenir. À partir du moment où tu as envoyé une proposition en face, le webmaster accepte ou refuse ta proposition de faire un article et d'y publier un lien qui pointe vers ton site. Soit il accepte, soit il refuse, tout simplement. Donc c'est assez rapide. C'est moins coûteux, tout simplement, parce que voilà, un lien, ça se monnaie en fonction de la puissance du site qui va te faire le lien. On peut aller de 30 € à plusieurs milliers d'euros. Après voilà, plusieurs milliers d'euros, on est vraiment sur des supports assez costauds qui génèrent non seulement beaucoup de trafic, mais qui en plus ont de gros indicateurs de popularité aux yeux de Google. Mais en termes généraux, on va dire que c'est moins coûteux, tout simplement parce que c'est simplement un lien que tu vas acheter à un webmaster pour qu'il fasse ce lien vers ton site. L'avantage aussi, c'est que tu peux toucher plusieurs types de sites, tu peux avoir une variété dans les sites qui font des liens vers toi, tu peux toucher des gros médias également. Par contre, l'inconvénient, ce sont des liens que tout le monde peut avoir. Tout le monde peut contacter ces webmasters ou ces responsables éditoriaux pour rédiger un article et faire un lien vers leur site. Donc tu n'as pas ce spot en exclusivité. Du coup, ça réduit un petit peu l'efficacité de ce genre de lien. Ensuite, la fraîcheur des liens peut être plus naturelle dans le sens où tu peux programmer des publications en te mettant d'accord avec les webmasters concernés. Tu peux leur dire voilà, moi je voudrais que tu me fasses par exemple un lien dans 2 mois vers telle page, etc., etc. Par contre, plus il va y avoir de liens sur ces sites que tu contactes, plus ton propre lien sur ce site va perdre du jus au fil du temps, tout simplement parce que le jus va être dilué, va être mutualisé avec d'autres demandes, d'autres e-commerçants qui vont faire des demandes à ces webmasters. Par contre, le principal avantage de cette technique sur site mutualisé, c'est que tu as peu de risques. Tout simplement parce que Google ne va pas forcément savoir si ton lien est légitime ou pas dans la mesure où il y en a plein. Et comme il ne va pas pénaliser tout le monde, eh bien ça réduit les risques de se faire pénaliser par Google. Ensuite, la deuxième stratégie, ça va être la stratégie sur des sites dédiés. Donc c'est les deux types de sites qu'on met en comparaison, en compétition. Soit sur site mutualisé, tu fais des liens sur des sites mutualisés, c'est-à-dire qui font également des liens vers plein d'autres sites. Sinon, l'autre stratégie, c'est tu vas monter des sites qui sont dédiés à faire des liens vers ton site uniquement et qui n'ont aucun autre lien sortant vers d'autres sites que tu ne maîtriserais pas. Donc l'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus long à mettre en place, puisque là, il ne s'agit pas simplement de contacter le webmaster pour qu'il rédige un article et qu'il fasse un lien vers ton site, mais il va falloir créer
un ou plusieurs vrais sites avec du vrai contenu. Donc c'est bien plus coûteux, ça coûte beaucoup plus cher, que ce soit en temps ou en argent. Si tu le fais pour toi-même, effectivement, financièrement, ça va pas te coûter beaucoup plus. Par contre, il faut avoir le temps et les compétences de le faire. Sachant que l'intérêt, c'est d'en faire plusieurs et pas d'en faire un seul. Il faut en faire plusieurs, tous les mois, tous les ans, etc. etc. L'inconvénient aussi, c'est que ce genre de site est peu populaire, tout simplement parce que tu viens de le créer. Ce sont des sites qui sont tout neufs. Donc aux yeux de Google, ils n'ont pas forcément d'ancienneté, ils n'ont pas forcément de popularité. Donc voilà, c'est une stratégie qui vraiment doit se réfléchir parce qu'elle n'est pas forcément aussi efficace qu'une stratégie sur suite mutualisée. Par contre, les liens que tu vas avoir toi vers ton site, tu seras les seuls à les avoir. Tes concurrents ne pourront pas contacter le webmaster du site en question pour avoir des liens vers leur propre site, tout simplement parce que le webmaster en question, c'est toi. Donc s'il te contacte, déjà ça te donnera une indication sur la stratégie de tes concurrents, mais en plus tu pourras tout simplement leur refuser. Et c'est évidemment ce que je t'invite à faire. Ne va pas faire des liens vers des concurrents, même si ces concurrents te proposent de te payer pour ces liens, ce qui sera d'ailleurs le cas. Mais bref, tu vas avoir des liens uniques, exclusifs, sur des sites exclusivement dédiés à faire un lien vers ton site. Bon, ça, évidemment, il ne faudra pas forcément le mettre en avant, puisque Google, ça, n'apprécie pas du tout. C'est un petit peu ce qu'on peut comparer à ce qui se faisait à l'époque et que Google bannit complètement, c'est les sites satellites. C'est un petit peu ça, quoi. Tu vas créer plusieurs réseaux de sites satellites, plusieurs petits sites qui ne sont destinés qu'à faire des liens vers ton money site, donc ta boutique en ligne. Donc voilà, il faut rester discret sur ce genre de stratégie, mais ça te permet d'avoir des liens que personne d'autre n'aura. Et donc voilà. L'inconvénient aussi, c'est que tu n'as pas de fraîcheur, c'est beaucoup moins naturel, c'est beaucoup plus artificiel et le signal envoyé à Google est beaucoup plus risqué. Le risque est beaucoup plus important. Puisque tu es tout seul, donc Google aura aucune difficulté à pénaliser ce site s'il souhaite le pénaliser ou s'il a un doute sur la légitimité des propos et des liens. Tout simplement, comme tu seras le seul site relayé sur ce PBN, Google prend pas trop de risques, contrairement à un site mutualisé où il peut pas prendre le risque de pénaliser tout le monde uniquement dans le doute. Par contre, le dernier avantage, c'est que tu n'as aucune perte de jus, tout simplement parce que le jus, comme on vient de le voir, n'est pas mutualisé. Donc 100% du jus envoyé est destiné plutôt à ta boutique en ligne. Donc ça, c'est un avantage. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients des deux stratégies sur site mutualisé ou sur site dédié. Si c'est pas assez clair ce que je dis, parce que je suis bien conscient que c'est pas forcément facile à comprendre si tu débarques un petit peu dans l'univers du netlinking, du référencement, du e-commerce et tout ça, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur marketing301.net/30, c'est le numéro de l'épisode, et je pourrai aller plus en détail et répondre spécifiquement à tes questions si tu en as. Maintenant, on va voir un petit peu les différents types de liens que tu peux faire, puisqu'un lien, par définition, c'est quelque chose qui pointe vers ton site, mais ce quelque chose, justement, il peut avoir différentes caractéristiques, notamment la provenance. Est-ce que ce lien que tu fais vers ton site à toi, vers ta boutique en ligne, est-ce qu'il est fait sur une page d'accueil ou sur une page interne à un site partenaire? Déjà, ce sont deux choses différentes, à savoir qu'il faut varier ce type de lien, ce type de provenance. Ensuite, est-ce que ce lien est accroché à des textes ou à des images? Tu peux très bien faire un lien sur une encre qui pourrait être ce site. Par exemple, si vous voulez acheter de magnifiques peignoirs brodés, n'hésitez pas à aller visiter ce site. Et tu fais le lien sur le mot ce site, C-E, plus loin site, S-I-T-E, et évidemment, quand on clique dessus, ça amène vers ta boutique en ligne. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle une encre non optimisée. Mais tu pourrais très bien aussi faire un lien, donc dans l'article qui est rédigé sur le site partenaire ou sur ton PBN, tu pourrais très bien illustrer ton propos avec une image et le lien qui est fait vers ton site est posé sur l'image qui illustre le contenu. Voilà, donc ça c'est pareil, il faut varier ce genre d'accroche d'encre. Est-ce que l'encre est un texte ou est-ce que l'encre est une image? Il ne faut pas éviter à varier. Pourquoi il faut varier? Tout simplement pour que le profil de lien de ta boutique en ligne soit le plus naturel possible aux yeux de Google et qu'il soit pas facile pour lui de détecter que ce sont des liens in fine qui sont artificiels, puisque c'est toi qui les as voulus, c'est toi qui les as créés, qui les as montés de toutes pièces. Donc ça, il faut absolument
brouiller les pistes et varier les encres et les provenances des liens. Ensuite, la direction des liens qui sont faits. Est-ce que le lien que tu vas faire sur ton PBN, est-ce qu'il va être en direction de la page d'accueil de ton Money Site, ou est-ce qu'il va être à destination des pages internes, une fiche produit, une page catégorie, etc., ou d'une grappe thématique? Ça, on verra ça dans un autre épisode. Si tu as déjà entendu parler des cocons sémantiques, des grappes thématiques, tous ces termes un petit peu barbares entre guillemets, là on est plus dans le volet éditorial, mais ce qu'il faut retenir dans cet épisode, c'est que tu peux faire des liens ni en direction de la page d'accueil de ton site, ni en direction d'une page produit, ni d'une page catégorie, mais en direction d'une page d'un cocon sémantique que tu aurais mis en place. Et ensuite, les différents types de liens. Tu peux avoir les textes que tu vas mettre, dans le cas où tu es sur une encre textuelle, tu peux avoir différents textes. Est-ce que ton lien va être apposé directement sur une URL qui serait écrite en dur? Est-ce qu'il va être apposé sur le nom de ta marque, enfin sur le texte de ta marque? Est-ce qu'il va être apposé sur un terme d'un mot-clé, sur un mot-clé pour lequel tu souhaites positionner ta boutique en ligne? Ça, c'est ce qu'on appelle une encre optimisée. C'est très puissant. Par contre, il faut vraiment utiliser ce genre d'encre avec parcimonie, tout simplement parce que c'est flagué direct par Google. Tu te doutes bien que si Google voit que ton site n'a que des liens en provenance de différents sites et que la seule encre qui sert à ancrer tes liens, c'est, peignoir brodé, il n'y a aucune difficulté pour Google, ni pour tes concurrents d'ailleurs, de savoir que ta stratégie consiste à te positionner sur le mot-clé peignoir brodé. Donc non seulement tes concurrents vont aller regarder un petit peu si ce mot-clé est intéressant pour eux-mêmes, mais en plus Google va te flaguer direct et il risque très fort probablement de te pénaliser. Donc à éviter, ou en tout cas vraiment avec beaucoup de précautions, l'utilisation d'encre optimisée. Ensuite, tu peux avoir des encres un peu larges ou beaucoup plus neutres, comme je disais tout à l'heure, par exemple ce site, cliquez ici, voilà, ça ce sont des encres qui visent à naturaliser le profil de lien. Encore une fois, il faut vraiment que ton profil de lien, donc le profil de lien, c'est l'ensemble de tous les liens qui pointent vers ton site, que ce soit artificiel ou même naturel, là on parle de netlinking artificiel, mais tu pourrais très bien avoir des liens naturels de personnes qui parlent de toi sur des forums, par exemple, tout simplement. Eh bien, tu as des outils pour suivre ça, notamment SEMrush, SEO Observer et d'autres. Tu peux utiliser ce genre de technique pour naturaliser ton profil de lien et donc rester sous les radars de Google. Attention surtout à la suroptimisation. Faut bien garder en tête que ce qui est valable aujourd'hui ne sera peut-être plus valable demain, et ce qui est toléré aujourd'hui ne sera peut-être plus toléré demain par Google. Ce qui est indétectable aujourd'hui sera peut-être détectable demain. Donc il faut vraiment faire attention, et vaut mieux être proactif dans la manière de propager ton profil de lien, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est facile de faire les choses correctement, progressivement, en faisant les choses intelligemment. Si tu fais n'importe quoi aujourd'hui et que demain il y a un nouvel algo, une mise à jour de l'algorithme de Google qui sort et qui détecte encore plus facilement les liens artificiels par je ne sais quelle méthode, ce sera beaucoup plus compliqué de revenir en arrière et d'enlever ce qui a été fait pendant des années, parce que Google, il y a de grandes chances qu'il garde en mémoire ce qui a été fait même si tu l'enlèves, et donc une fois que tu es flagué chez Google, malgré tout il reste quand même une trace de tes suroptimisations et de tes mauvaises pratiques, et ça peut jouer sur ta note de qualité aux yeux de Google. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une stratégie de netlinking idéale? Eh bien, la stratégie de netlinking idéale, en théorie, ça serait de varier un petit peu tout ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire mettre en place des sites privés, donc qui sont dédiés à linker ton Money Site, ta boutique en ligne, mais aussi en parallèle de ça, faire des liens de façon régulière sur des sites mutualisés, encore une fois pour tirer les avantages de la stratégie sur site mutualisé, tout en tirant les avantages d'une stratégie sur site dédié. Bon, alors tu prends aussi les inconvénients de chacun, mais tout ça, ça vise à naturaliser. Encore une fois, si tu n'avais que des avantages, ça ne serait pas du tout naturel aux yeux de Google. Donc il faut toujours rester dans une logique de naturaliser ce que tu fais pour propulser ou pour optimiser ton site en termes SEO. Ensuite, tu dois varier le plus possible les encres de tes liens, comme on vient de le voir. Ne fais pas que des encres optimisées, fais des encres parfois sur des images, sur des textes
parfois optimisé, parfois pas du tout optimisé, utilise des termes génériques. Tu peux faire des liens aussi sur ton nom de marque, ça vise à envoyer un bon signal à Google. Le nom de marque, le signal de marque, c'est vraiment un critère de Google aujourd'hui. Alors ne fais pas que ça, encore une fois, si tu fais que ça, c'est pas du tout naturel. Donc il faut faire un petit peu de tout simplement pour garder un profil de lien qui soit le plus naturel qui soit. Et reste par contre dans la même thématique ou dans une thématique relativement proche de ton money site. Si par exemple tu vends on va prendre un autre exemple que les peignoirs brodés, si par exemple tu vends des micros pour enregistrer des podcasts par exemple, ne va pas faire des liens sur des sites qui parlent de litière pour chat, ça n'a absolument aucun rapport. Si tu vends des micros pour podcasteurs, tu peux faire des liens depuis des sites qui parlent de tout ce qui est audio, vidéo, de montage, voilà, tout ce qui touche à l'audio en général, le matériel informatique éventuellement, sur des sites qui vendent du matériel informatique, pourquoi pas, mais pas sur des sites qui vendent des litières pour chats, qui vendent des rideaux ou je ne sais quelle thématique qui n'a absolument rien à voir avec la tienne. Donc il faut rester cohérent, encore une fois, il faut que ce soit cohérent, quelque chose de naturel, jamais, ou en tout cas il y a très peu de chances, pour que quelqu'un qui parle sur son blog personnel, je sais pas, de son chat, qui a créé un blog pour son chat, il y a très peu de chances qu'il fasse la promotion d'un micro pour podcasteur, il n'y a aucun rapport, donc voilà. Ensuite, les articles sponsorisés sur les sites mutualisés, donc c'est la stratégie de diffusion de liens sur les sites mutualisés. Il va falloir éviter quand même, pour tirer profit de ce genre de support que sont les sites mutualisés, il va falloir éviter les articles trop promotionnels. Évite les articles promotionnels qui visent vraiment... le but, c'est pas de faire une rédaction publicitaire. Le but, c'est de traiter d'un sujet connexe dans lequel tu vas intégrer, toi, un lien vers ton site parce qu'effectivement, ça peut répondre à un besoin ou à une question. Il faut que tu traites un sujet informatif et intéressant pour ton audience. Par exemple, tu peux répondre à une question. Si tu vends des dalles pour écran d'ordinateur, le but de l'article, ça va pas être découvrez ce site de vente de dalles pour ordinateur et tu fais ta promotion pendant 500 mots. Non, ça va plutôt être de répondre à une question qui pourrait être... Donc, ça y a plein de méthodes pour trouver des idées de questions, notamment Answers the Public, j'en avais parlé dans un précédent épisode, le site answersthepublic.com qui te permet d'avoir des sujets, des idées de sujets. Bref, tu peux trouver des sujets informatifs et des questions que se pose ton audience, et il va falloir que tu répondes dans le cas de l'exemple où tu vends des dalles pour PC, comment réparer l'écran de mon ordinateur portable. Voilà, et dedans tu vas rédiger une sorte de tuto, ou tu vas faire rédiger, si tu travailles avec un rédacteur, une sorte de tuto qui explique réellement comment faire. Il faut vraiment que ce soit utile, et à la fin de l'article ou dans l'article tu pourras mettre et si vous cherchez un site pour acheter une dalle de PC portable, rendez-vous sur ce site qui vous permet de trouver la dalle en fonction de la référence de votre ordi. Voilà, et c'est sur ce site que tu peux, l'encre de ton lien peut être sur ce site tout simplement. Donc voilà comment traiter d'un sujet informatif tout en plaçant un lien vers ton site sur un site qui est de la même thématique, puisque si tu rédiges un sujet sur comment réparer l'écran de mon PC, il y a de fortes chances que cet article soit sur un blog informatique ou quelque chose qui est vraiment lié à ta thématique, qui est les écrans d'ordinateur portable, et donc voilà comment lier ça, et tout en liant ton site sur une encre qui n'est pas optimisée. Donc voilà. Ensuite, quand tu rédiges des articles sponsorisés sur les sites mutualisés, il faut que ton contenu que tu rédiges soit riche sémantiquement. Faut que ton article soit correctement rédigé de façon à ce qu'il soit intéressant pour Google, parce qu'encore une fois, faire un lien sur un site qui lui-même n'est pas visité par Google, ça sert strictement à rien. Remets-toi au tout début de l'épisode, ce que je t'expliquais, c'est que le but des liens, donc c'est la base de l'algorithme de Google, mais c'est aussi comme ça que Google te connaît. Donc pour que Google découvre ton lien, encore faut-il que Google arrive sur le site sur lequel tu fais un lien, tout simplement. Tu vas pouvoir intégrer des médias également, des vidéos YouTube. Si ton tuto est illustré par une vidéo, par exemple, poste la vidéo, partage la vidéo dans l'article. Il faut vraiment enrichir le contenu. Il faut qu'il soit riche sémantiquement. Il faut qu'il y ait des illustrations, idéalement des vidéos, pour que l'utilisateur ait vraiment un intérêt à aller lire cet article sponsorisé, sans lui dire forcément qu'il est sponsorisé cet article, mais il faut qu'il ait un intérêt, qu'il trouve une réponse à sa question, puisque plus l'article aura un intérêt pour le lecteur, plus Google va positionner cet article dans les moteurs de recherche, et plus cet article sera correctement positionné, plus le jus qu'il va envoyer vers ton money site sera intéressant et important, et plus ça servira à toi, ta propre boutique en ligne.
Maintenant, pour les sites dédiés, il y a plusieurs techniques de les monter, notamment le rachat de sites existants. Par exemple, si tu trouves des sites qui existent dans ta thématique, mais qui sont laissés à l'abandon par leurs propriétaires, eh bien, tu peux proposer tout simplement de les racheter. Donc ça te permet de bénéficier de l'ancienneté du site, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, c'est pas une technique qui est relativement simple, tout simplement parce que d'une part, il va falloir réussir à contacter le propriétaire, et d'autre part, il n'est pas obligé de te le vendre. Et encore d'autre part, il peut te le vendre, mais à un prix qui est complètement déconnant au niveau de la valeur réelle du site, quoi. Donc voilà, bon, c'est une technique, tu peux racheter des sites existants. Ensuite, tu peux créer tout simplement un site neuf sur un nom de domaine vierge que tu crées. Là, tu pars vraiment de zéro. Tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle les domaines expirés, c'est-à-dire des noms de domaine qui sont en parking, qui appartiennent à quelqu'un mais sur lesquels il n'y a pas encore de site. Bon, tu as des services pour acheter des domaines expirés, ou tu peux pratiquer le snapping de nom de domaine. Donc là, il y a un site qui existe qui est Snapname, qui te permet de surveiller les noms de domaine qui vont expirer, et une fois qu'ils expirent, donc ça joue à la microseconde, au moment où ils expirent, ils sont récupérés par un service spécialisé, et ce service spécialisé va te proposer de racheter ce nom de domaine. Alors plus vous êtes nombreux à vouloir récupérer un même nom de domaine, plus le système d'enchères peut se révéler coûteux pour toi. Après, à toi de voir si le domaine en vaut la peine ou pas. Mais voilà, plusieurs méthodes pour se procurer des sites et monter un site dédié. Alors il y a quelques règles à suivre pour réutiliser un nom de domaine qui a expiré. Il ne faut pas faire n'importe quoi, encore une fois, puisque si tu récupères un nom de domaine qui lui-même a été pénalisé par Google, là pour le coup ça va te desservir, puisqu'un site pénalisé va faire un lien vers ton money site, et ça Google va le voir, et tu es susceptible de te prendre la pénalité en retour. Donc faire vraiment bien attention. Moi, mon conseil, on va continuer, je vais te donner les quelques règles, mais une parenthèse, si tu n'es vraiment pas au fait de le recyclage de noms de domaine expirés, de choses comme ça, tu découvres un petit peu les PBN, les réseaux de sites, je t'invite vraiment à te renseigner auprès d'un professionnel, que ce soit dans ton propre réseau, ou si tu veux que je t'explique un petit peu plus en détail comment ça fonctionne, ce qu'il est possible de faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, laisse-moi un commentaire sur marketing301.net/30, donc 30 c'est le numéro de l'épisode de cette semaine, et je répondrai à tes questions avec grand plaisir. Pour en revenir sur les quelques règles à respecter, il faut auditer le profil de lien du nom de domaine qui a expiré, à savoir si le profil de lien est lui-même on va dire correct et de qualité. Ensuite, tu vas devoir regarder un petit peu l'historique du nom de domaine sur un site qui s'appelle archive.org. C'est ce qu'on appelle la Wayback Machine, qui te permet de voir tout l'historique d'un site avec l'historique, tout simplement, tout ce qui s'est passé sur le site. Tu peux visualiser le site tel qu'il était, je sais pas, en 2001 par exemple, s'il existait déjà, et tu peux voir un petit peu s'il a changé régulièrement de tête, quels étaient les contenus proposés sur ce site, est-ce que c'était des contenus qui parlent toujours de la même chose aujourd'hui, ou qui sont similaires à toi, ta thématique. Enfin, voilà, tu peux regarder un petit peu l'historique d'un site sur archive.org. Ensuite, il faut veiller à respecter la thématique du nom de domaine. Si tu rachètes un nom de domaine qui parlait d'écran pour ordinateur portable, pour reprendre le même exemple, mais que toi ton money site vend du café, aucun intérêt de racheter un nom de domaine qui parlait de choses un petit peu du domaine de l'informatique pour le recontextualiser et parler de l'univers du café. Ça ne sera pas forcément efficace. Donc il faut respecter la thématique du nom de domaine qui a expiré et ne pas réinventer une autre thématique par-dessus. Et enfin, ne pas laisser trop longtemps le nom de domaine en parking. À partir du moment où tu récupères un expiré, ça veut dire que le domaine est retombé dans le domaine public et éventuellement a été snappé par quelqu'un d'autre qui l'a remis en vente. Regarde depuis combien de temps il a été coupé de son contenu historique. Plus cette durée est longue, plus le domaine perd en puissance et donc moins il est intéressant pour toi de le récupérer. Ensuite, pour poser ton lien, il va falloir définir le type de site à mettre en place. Donc soit du site que tu as remonté sur un nom de domaine expiré, sur un domaine neuf, bref tout ce qu'on vient de voir. Mais avant de poser ton lien vers ton money site, il va falloir enrichir le site avec du contenu. Il faut le faire revivre ce site, ou le faire vivre tout simplement s'il est neuf et que tu pars de zéro. Il faut d'abord mettre du contenu. Ne commence pas par faire une page d'accueil et poser ton lien. C'est pas du tout naturel. Il faut que le site soit là et qu'on ait l'impression, ou en tout cas que Google ait l'impression que ce site n'a absolument aucun lien avec ton money site. Et au fur et à mesure de la vie de ce nouveau site que tu es en train de monter, à un moment tu vas rédiger un article et bam, là tu vas poser un lien sortant vers
ton money site. Mais à faire vraiment au bout de quelques mois de vie du site que tu es en train de remonter. Ensuite, tu dois avoir une activité sociale autour du site. Il faut savoir que le signal social, c'est un signal important aux yeux de Google. Alors, faut bien voir ça au second voire troisième degré. Le signal social, ça signifie pas que si tu as une page Facebook qui est liée, par exemple, à ton site, à ton money site ou au site de réseau que tu es en train de remonter, c'est pas directement, ça va pas servir le positionnement de ton site. Par contre, Google va voir qu'il y a une activité autour, et s'il y a une activité, ça signifie entre guillemets que le site est réel et tenu derrière par des individus, des êtres humains, de vraies personnes, et donc que le site est légitime. Et plus ton site aura un score de légitimité important aux yeux de Google, plus il donnera d'importance au lien qu'il fera vers ton money site et éventuellement d'autres sites. Donc voilà pour les quelques règles à respecter. Ensuite, si tu veux éviter quelques conseils supplémentaires, il faut éviter ce qu'on appelle les footprints. Les footprints sont des morceaux, des critères qui vont permettre d'identifier, des critères communs à plusieurs sites qui vont permettre d'identifier un réseau. Donc ça, moins on pourra identifier ton réseau dans la mesure où tu vas créer plusieurs sites dans ton PBN, mieux ce sera et moins tu auras de risque de te faire pénaliser par Google, à savoir que Google peut pénaliser des réseaux entiers. À partir du moment où il détecte un réseau, à partir d'un site, il peut pénaliser tout le réseau. Et si tout ce réseau pointe vers un seul money site qui est ta boutique en ligne, tu peux avoir une récupération de cette pénalité sur ton money site, ce qui n'est pas du tout l'idée de départ. Donc il faut vraiment faire attention. Donc éviter les footprints, ça va être les dates d'enregistrement par exemple. N'enregistre pas tous tes noms de domaine le même jour, sous le même nom, sous le même login, sous le même registrar, tout simplement. Donc varie également tes hébergeurs ou tes registres où tu vas enregistrer. Enregistre certains domaines chez OVH, d'autres chez One and One, d'autres chez Internet BS, d'autres chez Amen. Enfin voilà. Alors c'est pas forcément pratique, je le conçois. Par contre là on est vraiment dans une stratégie de réseau de blog privé. Enfin blog c'est pas vraiment le bon terme, réseau de sites privés. Mais l'idéal c'est de varier les registres d'enregistrement. Ensuite, varie les adresses IP. Ne pose pas tous tes sites sur une même adresse IP. Là, c'est clair que pour démonter un réseau, il n'y a rien de plus simple. À savoir qu'il y a des outils qui permettent, j'en avais parlé dans un précédent épisode, je ne sais plus quel numéro d'ailleurs, je te laisserai aller voir si ça t'intéresse, mais tu peux à partir d'une adresse IP remonter tous les sites qui sont liés à cette adresse IP. Donc si tu as mis tous tes sites de réseau sur la même adresse IP, n'importe qui, Google mais également tes concurrents, peuvent remonter ton réseau. Sachant qu'on peut dénoncer à Google, il y a un formulaire qui existe en ligne, accessible à tous, qui permet de dénoncer des réseaux à Google. Et donc, si tes concurrents détectent ton réseau, ça peut être problématique puisque n'importe lequel de tes concurrents pourrait dénoncer ton réseau à Google et donc te faire remonter une pénalité sur ton money site. Donc, vraiment faire attention à l'IP et varier les IP. D'ailleurs, pour varier les IP, le moyen le plus simple, c'est tout simplement d'héberger tes sites sur des hébergeurs idéalement différents, mais c'est pas forcément pratique, mais sur des offres mutualisées. Pourquoi ? Parce que les IP sont mutualisés et là, ça brouille complètement les pistes. On ne pourra pas remonter tout ton réseau à partir du moment où ton réseau est diffusé sur plusieurs serveurs mutualisés, même si tu es chez un seul et même hébergeur. Voilà, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de sites qui sont sur plusieurs adresses IP. Donc ça va complètement noyer ton réseau et là c'est plutôt pas mal, on ne pourra pas te retracer par l'IP. Ensuite le WHOIS, n'enregistre pas tous tes domaines sous le même nom. Alors là attention, ça consiste à enregistrer le domaine sous des identités différentes, voire de fausses identités. Attention, c'est pas ce que je suis en train de vous conseiller de faire, c'est interdit. Vous devez enregistrer vos noms de domaine sous de vraies identités. L'usurpation d'identité est interdite par la loi française, tout simplement. Mais voilà, il va falloir varier les WHOIS et donc les comptes d'enregistrement. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en place des personas. Bon, c'est un petit peu le parallèle avec ce que je viens de dire. Attention, vous ne devez pas usurper l'identité d'autres personnes. Vous devez avoir l'accord de ces personnes pour enregistrer les noms de domaine sous leur propre nom. Et enfin, voilà, les différentes choses. Si vous utilisez des encres de lien, variez-les. N'utilisez pas la même encre sur votre PBN.
pour linker votre site. N'utilisez pas forcément tous les services de Google, je pense notamment à Google Analytics. Si vous mettez Google Analytics sur tout votre PBN, là en gros vous vous jetez dans la gueule du loup. Encore une fois, si le PBN est destiné à être exclusif vers votre site, ça peut être dangereux. En revanche, Google n'interdit pas, il ne faut pas non plus être parano, Google n'interdit pas de posséder plusieurs sites. Attention, vous pouvez avoir plusieurs sites à vous. Ça, c'est pas une chose qui est interdite par Google. Ce qui est interdit, c'est de créer des sites uniquement pour tromper l'algorithme de Google et vous envoyer du jus vers votre money site. Ça, c'est interdit par les règles de Google. Par contre, vous pouvez tout à fait posséder des sites et les enregistrer sur Google Analytics. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et le maillage, évitez de mailler les sites de votre PBN les uns avec les autres, tout simplement, puisque s'ils sont tous linkés les uns aux autres, forcément c'est facile de les remonter, de remonter votre PBN. Donc quelques conseils en parallèle de tous ces conseils liés au footprint. Vous pouvez utiliser un ou plusieurs CMS. WordPress c'est le plus utilisé. C'est vrai que j'aurais tendance à conseiller de rester sur WordPress, tout simplement parce que c'est des millions de sites qui sont aujourd'hui édités sur WordPress. Donc avant qu'on identifie un réseau juste parce qu'il utilise WordPress, à mon avis c'est plutôt compliqué pour Google. Pensez à corriger toutes les erreurs 404. Si vous remontez un réseau qui a existé, il y a forcément des liens qui traînent sur Google, dans l'index de Google, qui pointent vers des pages qui n'existent plus. Donc soit vous remontez ces pages, soit vous redirigez avec des règles de redirection 301 ces URL qui n'existent plus vers des URL que vous aurez recréées et qui, elles, existent bien. Donc voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut vraiment privilégier la qualité à la quantité. Mieux vaut avoir quelques sites quelques sites puissants qui font des liens vers votre money site que de créer une masse de sites dans votre PBN peu qualitatifs, qui sont pas riches sémantiquement, qui n'ont pas de contenu, qui sont mal faits, qui contiennent des footprints. Voilà, mieux vaut avoir quelques dizaines de sites relativement qualitatif. Donc vous voyez, je parle de quelques dizaines de sites, donc c'est quand même une stratégie relativement coûteuse. Je parle pas de quelques dizaines de liens, je parle de quelques dizaines de sites, et ces sites vont faire un lien vers votre site, vers votre money site. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être mis en place, qui est relativement efficace. Par contre, c'est coûteux. Après, derrière le réseau, il va falloir le maintenir, il va falloir payer les hébergements, renouveler les noms de domaine. Donc ça rentre dans le cadre d'une stratégie vraiment réfléchie. Mais il faut savoir que ça existe. Il y a de nombreux e-commerçants qui pratiquent ce genre de choses. Là, on est vraiment sur une activité e-commerce pérenne dans le temps. On n'est pas sur la stratégie qui consiste à monter un site vite fait sous Shopify, vendre un monoproduit et tuer le site, faire beaucoup de campagnes AdWords ou Facebook Ads, Instagram et autres, passer par du marketing d'influence et derrière couper le site. Là, on est vraiment sur une stratégie long terme qui vise à populariser votre site, à renforcer sa popularité sur le moyen et long terme. Donc voilà, si vous comptez monter des boutiques à la chaîne et les fermer dans 6 mois, c'est pas forcément la bonne stratégie. Quoique si, c'est toujours une bonne stratégie. Par contre, ça va coûter un fric monstre. Donc voilà. Maintenant, quelques outils pour faire un petit peu tout ce qu'on vient de voir, pour mesurer la qualité des liens, les choses comme ça. Vous pouvez acheter des domaines expirés sur le site PBN Premium. Donc je mettrai un lien dans les notes de l'épisode que vous pourrez retrouver sur marketing301.net/30. Donc PBN Premium, c'est un site qui va recenser une majorité de noms de domaines qui ont expiré ou qui vont expirer. Donc c'est un service payant. Je vous invite à y faire un tour. Ensuite, vous avez Udot, vous avez Webpack Machine, donc c'est le archive.org qui vous permet de vérifier l'historique d'un site, de visualiser l'historique d'un site. Vous avez Your Text Guru qui permet d'aider à la rédaction sémantique. Vous avez également en concurrence avec Your Text Guru, après vous choisissez l'outil qui vous convient le mieux. Vous avez aussi SEO Quantum, vous avez 1.fr, donc le chiffre 1.fr. Voilà, vous en avez plusieurs. Ce sont des articles qui permettent des outils qui permettent d'optimiser sémantiquement vos textes.
d'enrichir le contexte. Donc c'est des outils auxquels il faut prêter attention. Encore une fois, ce sont des outils payants, mais encore une fois, ça dépend de votre stratégie, de ce que vous souhaitez mettre en place. Si vous souhaitez déléguer cette partie, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous pouvez vite aussi dépenser beaucoup d'argent dans des outils qui au final que vous ne saurez pas forcément utiliser. Donc ça ne sert pas forcément à grand chose, à savoir que les agences SEO, les agences digitales et tout ça ont en général déjà des licences pour utiliser ces outils, donc voilà, ça fait partie de la prestation. Sinon ensuite sur les outils SEO, vous pouvez utiliser SEMrush, donc ça c'est un outil dont j'ai déjà parlé, SEO Observer, pareil j'ai déjà cité, vous pouvez utiliser Toolpingdom, Screaming Frog pour faire des audits techniques, voilà, ce sont les quelques outils que je vous recommande, parce qu'ils sont plutôt efficaces, intéressants, bien que parfois onéreux, mais c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire avec votre site. Si vous voulez mettre en place une stratégie de netlinking qui soit basée à la fois et sur des sites mutualisés et sur des sites dédiés, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur marketing301.net/30, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc en conclusion, comme j'ai dit en début d'épisode, t'abonner et noter le podcast sur iTunes, ça aide vraiment à ce qu'il soit plus visible. Comme je sais que tout le monde est un peu dans le même cas, moi y compris, on se dit qu'on soutiendra, qu'on laissera une note et finalement on oublie de le faire, surtout si on est en voiture ou en train de faire un footing quand on écoute le podcast. Donc en ce qui me concerne, moi ce que je fais personnellement, je demande à Siri de me le rappeler, parce que je suis sur iPhone, mais si tu es sur Android, tu as forcément un équivalent. Mais si tu es sur iPhone, quand je souhaite soutenir un podcast, pour être sûr de ne pas oublier, je dis juste « Dis Siri ». Rappelle-moi de laisser une note au podcast Marketing 301 sur iTunes dans 1 heure. Et comme ça, tu auras un petit rappel quand tu seras peut-être plus disponible pour t'abonner et laisser une note. Sinon, si tu es sur Apple Podcast, il suffit d'aller sur la fiche du podcast, de descendre tout en bas et tu pourras simplement cliquer sur 5 étoiles, ça enverra la note directement et moi je vais recevoir une note 5 étoiles, je vais être super content. Je te remercierai également dans le prochain épisode et ça m'aide énormément. Voilà. Sur ce, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a un petit peu, soit qu'il t'a appris des choses ou qu'il a un petit peu déblayé ce que tu pouvais avoir entendu sur le netlinking, les PBN, les réseaux de sites, les plateformes d'achat de liens, etc. etc. Sur ce, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.